Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle, mes amis. Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vais vous demander un peu de votre soutien. Je voudrais que nous puissions arriver à 50 000 abonnés. On n'est vraiment pas loin, il manque 2000 et quelques. Alors, ce que je vous demande, mes amis, vous allez en bas de cette vidéo, vous cliquez sur s'abonner. Vous cliquez également sur la petite cloche pour pouvoir recevoir la vidéo. Quand je la publie, vous recevez une petite notification. Laissez-moi un petit commentaire, un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'être plus visible sur YouTube. Et mes amis, aujourd'hui, malheureusement, on va parler du sujet de Donald Trump. Donald Trump s'est soumis à Israël. Je veux dire, là, c'est très clair. Les attaques qu'il a menées contre l'Iran sur les 3 sites nucléaires iraniens démontrent bien que oui, Donald Trump s'est totalement soumis à l'entité sioniste. Et nous allons voir un petit peu ce sujet qui est un sujet brûlant, parce qu'il me semble que derrière cette soumission à Israël, en vérité, Donald Trump vise un intérêt supérieur des États-Unis qui est un peu caché, pas tant que ça, mais en tout cas qui est à souligner, et ça va être l'essentiel de mon propos aujourd'hui. On va voir un petit peu d'abord pourquoi Donald Trump s'est soumis à Israël, et ensuite quels sont les intérêts qu'il y a derrière. Parce que le postulat de base que j'ai, mes amis, et nous allons l'explorer aussi, c'est que l'Iran n'est pas en train de produire un nucléaire militaire. C'est très clair, l'Iran ne produit pas de militaire nucléaire, vous allez le voir. Il y a tout un tas de sources, et surtout il y a tout un tas d'indices qui nous montrent que non, l'entité est en train de demander aux États-Unis d'intervenir à sa place, mais l'Iran ne fabrique pas de nucléaire militaire. Alors, mes amis, on va le voir directement ensemble. Regardez bien, vous le savez, j'aime bien partager avec vous les informations et surtout les sources. Alors, première chose, mes amis, non, l'Iran ne fabrique pas de nucléaire militaire. Alors, c'est pas moi qui le dis, mes amis, c'est la CIA. La CIA, dans un rapport qui a été produit en 2006, d'ailleurs, vous voyez ici un article qui en parle, United States spies said Iran wasn't building a nuclear weapon. C'est-à-dire que les espions américains, qui sont quand même plutôt pas mauvais, disent que l'Iran n'est pas en train de fabriquer une arme nucléaire. Et ils ont arrêté, d'après la CIA elle-même, ils auraient arrêté de produire du nucléaire militaire en 2006 à la demande même du guide suprême iranien Khamenei, et donc depuis lors l'Iran ne mène pas d'études là-dessus. Alors évidemment, on voyait la suite du titre qui vous dit Trump dismisses that assessment, c'est-à-dire que Trump dément. Trump ne veut pas accepter le fait que l'Iran ne produit pas de nucléaire militaire. Pourquoi? Parce qu'il a des intérêts derrière tout ça. S'il ne reconnaît pas la vérité, c'est parce qu'en fait, il a un autre objectif. Et cet objectif, il doit être dévoilé. Alors, vous avez également le cas de Tulsi Gabbard, vous le voyez ici, directrice du renseignement américain, qui a déclaré le 25 mars 2005, je cite, « La CIA continue d'estimer que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires et que le guide suprême Khamenei n'a pas autorisé le programme d'armes nucléaires qu'il a suspendu en 2003. » Cette dame-là, elle est extrêmement importante. Et elle est rentrée en conflit avec Donald Trump. Tulsi Gabbard, c'est la responsable du renseignement américain. C'est pas n'importe qui, c'est une pièce maîtresse dans l'administration de Trump. Et vous savez quoi? Regardez bien la suite. Je me fiche de ce qu'elle dit. Voilà ce que dit Donald Trump. Je me fiche de ce qu'elle dit. Trump furieux contre sa chef de renseignement, Tulsi Gabbard. Il est furieux pourquoi? Parce qu'elle vient démonter les mensonges du deep state américain, de l'État profond américain, qui finalement est le même que sous l'époque des démocrates. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, Barack Obama lui-même avait eu l'idée déjà d'attaquer l'Iran. C'est ce qui démontre bien qu'en fait, la politique américaine est la même. Et Trump dit, là, Tulsi Gabbard me met à nu. Et voilà ce qu'il n'apprécie pas. Et retournement de veste magistral de Tulsi Gabbard, c'est ce qu'elle a donc dit il y a 2 jours. Tulsi Gabbard dit désormais que l'Iran pourrait produire des armes nucléaires en quelques semaines. Voilà, formidable. Elle se fait rentrer dedans par Donald Trump et donc, changement d'opinion. Ah non, mais finalement, oui, bien sûr, l'Iran est en train d'en fabriquer là. Oui, évidemment. D'ailleurs, on a un espion qui est au courant, il est à Fordo, là, dans la base nucléaire qui est à 90 mètres sous le sol, et nous sommes au courant que, oui, l'Iran fabrique des armes nucléaires. C'est formidable. C'est formidable, mais on est au même niveau que les armes de destruction massive de Saddam Hussein. C'est exactement le même niveau. Sauf qu'ici, il y a un intérêt caché. Alors, il y a une première chose à dire, c'est qu'à mon sens, je me suis trompé. Voilà, faut aussi le reconnaître. Il y a un élément sur lequel je pense m'être trompé. Je pensais que la haine que Trump avait pour Netanyahou, qui était très largement documenté par des déclarations de Donald Trump sur Netanyahou, parce que Netanyahou l'avait trahi au moment de l'élection de Joe Biden en 2020, eh bien, que cette haine allait l'emporter sur la traditionnelle orientation pro-sioniste des États-Unis. Eh bien non,
en vérité. Là-dessus, ça a été une erreur, en tout cas pour l'instant, parce qu'en vérité, Donald Trump a peut-être d'autres objectifs. Ce n'est pas uniquement de soutenir Israël, mais c'est aussi de soutenir Israël. Et j'ai envie de vous dire, suivez l'argent. Hein. Je vous invite à regarder très souvent ce petit site qui s'appelle Track IPAC, hein, qui vous permet de vérifier qui finance et comment est financée l'administration américaine. Vous voyez que Donald Trump, il a quand même reçu, vous voyez, petit zoom, 230 millions de dollars depuis 2020 par des lobbies proches de l'entité sioniste. Donc, suivez l'argent. Évidemment que Donald Trump ne va pas cracher sur la main qui le nourrit. Ça paraît assez logique. Donc, voilà, il y a déjà ce premier soutien. Mais deuxième chose, mes amis, sur le fameux plan de 2020 qu'on appelait le plan Trump-Israël-Palestine, d'accord, qui a été réalisé par Donald Trump. En vérité, par qui a-t-il été réalisé ce plan? Eh bien, par un très proche de Donald Trump, par Jared Kushner. Jared Kushner, c'est le gendre de Donald Trump. Jared Kushner, c'est un juif orthodoxe, un homme qui est foncièrement pro-israélien, qui est même pro-génocide, disons-le clairement, parce que lui, il veut aller beaucoup plus loin encore que Netanyahou. Netanyahou est presque un gauchiste par rapport à Jared Kushner. Et aujourd'hui, la famille Kushner a pris, encore une fois, plus d'importance dans la politique internationale, et notamment, vous allez le voir, en France. Parce que cet homme-là que vous voyez ici, cet homme que vous voyez au centre là, cet homme, ce n'est autre que Charles Kushner, le père de Jared Kushner, donc c'est-à-dire finalement le père du gendre, tout se fait en famille avec Donald Trump, Charles Kushner qui a été nommé ambassadeur des États-Unis en France. Et pourquoi en France? Parce qu'il savait très bien que la France, c'est le pays qui a dit non en 2003. C'est le pays qui a dit non à l'invasion en Irak. Et donc peut-être que l'objectif de nommer un Charles Kushner à la responsabilité d'ambassadeur des États-Unis en France, c'est aussi un moyen de tenir la France en laisse, et si possible avec une laisse assez courte. Voilà la vérité, mes amis. Donc, il y a déjà un motif idéologique. Il y a des gens derrière Donald Trump qui sont des gens foncièrement attachés à Israël dans sa version la plus génocidaire. Disons les termes, parce que nous, ici, on n'a pas peur des termes. Dans sa version la plus génocidaire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que, rappelez-vous, lorsque Donald Trump a été élu, de qui s'est-il rapproché? Tout de suite de Vladimir Poutine. Pourquoi? Pourquoi s'est-il rapproché de Vladimir Poutine sur la question ukrainienne? Même qu'on parlait dans les médias d'une alliance poutino-trumpienne sur la question ukrainienne et que finalement Zelensky allait être la victime de cette alliance. Pourquoi? Parce que l'objectif de Donald Trump à ce moment-là, c'était d'aspirer la Russie et de casser le bloc russo-chinois. Parce que Donald Trump, il sait quel est son adversaire. Son adversaire, c'est la Chine. C'est la Chine qui est actuellement la première puissance mondiale. Disons-le clairement, la première puissance mondiale, qui porte préjudice très largement aux intérêts, non pas uniquement géostratégiques, mais également économiques américains. On parlera de la Rust Belt et de toutes ces régions qui ont été désindustrialisées à cause de la compétition et de la concurrence chinoise. Eh bien, l'objectif de Donald Trump, c'était de délier Poutine de la Chine, qui est aujourd'hui la première puissance mondiale. Et désormais, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que l'attaque de l'Iran, est-ce que attaquer l'Iran, ce n'était pas un moyen, encore une fois, de délier l'Iran du bloc chinois? Parce que l'objectif aussi, c'est d'éviter que la Chine puisse avoir des accès aux ressources qui lui permettraient de continuer à être la première puissance mondiale. Et parmi ces ressources, quoi donc? Évidemment l'énergie. Et d'où vient son énergie? Eh bien, mes amis, c'est très simple, regardez. L'Iran dépasse l'Arabie Saoudite et devient le premier fournisseur maritime de pétrole à la Chine. CQFD. On parle de 2023. Regardez, c'est très clair quand vous voyez ici le graphique. Vous voyez comment l'Arabie Saoudite, qui est donc en bleu foncé, a été dépassée petit à petit par l'Iran. Et l'Iran, aujourd'hui, est le principal fournisseur de pétrole, par voie maritime en tout cas, par voie maritime à la Chine. La Chine a besoin d'énergie. C'est un colosse. C'est monstrueux la Chine en termes de puissance industrielle. Mais tout ça ne peut fonctionner qu'en ayant un accès à l'énergie. Or, la Chine n'a pas vraiment d'accès à l'énergie, si ce n'est par ses partenariats internationaux, la Russie et l'Iran. Et oui, mes amis. Donc peut-être que l'attaque de l'Iran, peut-être que c'est aussi un moyen d'effrayer l'Iran et d'essayer de délier l'Iran de son soutien à la Chine, de casser encore une fois le bloc russo-sino-iranien, si je puis dire, qui est en émergence et qui est finalement peut-être la nouvelle version de la nouvelle guerre froide que nous allons avoir entre ces puissances occidentales, certaines décadentes, dont la France, malheureusement évidemment, mais dont la France, et les puissances occidentales d'un côté et de l'autre côté, le bloc russo-chinois, iranien, auquel vous rajouterez quelques puissances, peut-être le Pakistan, peut-être la Corée du Nord, peut-être même l'Indonésie,
peut-être même si un jour ils retrouvent un peu de courage, les Brésiliens. Hein, voilà. Et peut-être que vous aurez du coup une nouvelle guerre froide avec des blocs occidentalistes, un bloc occidentaliste et un bloc altermondialiste, si je puis dire, en tout cas un bloc fondé très largement sur une partie des BRICS. Il faut retirer les Émirats arabes unis, il faut retirer l'Inde, il faut retirer un certain nombre de pays, mais en tout cas une partie des BRICS. Donc peut-être que l'objectif de Donald Trump, c'était aussi d'affaiblir l'Iran. Et vous voyez qu'ils nous ont sorti d'ailleurs le Shah d'Iran, hein, Miaou, hein, le fils du Shah d'Iran. Il ne faudrait pas oublier quand même que le fils du Shah d'Iran, c'est quand même un homme qui se place dans le sillage de son père, qui avait une police politique, qui a massacré, qui a torturé énormément d'Iraniens. Aujourd'hui, il se place en tant que puissance de liberté. Enfin, le Shah d'Iran, c'est surtout le pion d'Israël. On voit très bien des photos du Shah d'Iran, du fils du Shah d'Iran avec Benjamin Netanyahou, hein, à des meetings politiques de la minorité de l'AIPAC, hein, donc de la minorité israélienne ou judéo-américaine, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, aux États-Unis. Donc, ici, vous avez une logique qui est très certainement d'essayer soit de faire suffisamment peur au régime des Mollahs, comme il l'appelle, pour qu'il finalement se délie un petit peu de la Chine et de la Russie, ou alors même de faire tomber ce régime et de mettre en place un nouveau régime, comme ils l'ont fait en Syrie il y a quelque temps, hein, comme ils voudraient d'ailleurs le faire aussi, ils ont essayé de le faire en Irak, comme ils ont réussi à le faire en Égypte, hein, de changer les régimes du Moyen-Orient pour des régimes beaucoup plus favorables aux intérêts américains et aux intérêts sionistes, évidemment. Alors, il y a un petit truc quand même que je voudrais voir avec vous. C'est que finalement, les États-Unis sont un peu bloqués. Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire, hein, vous voyez, cette déclaration qui date d'aujourd'hui même, déclaration américaine qui dit « Les États-Unis demandent à la Chine d'empêcher l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz ». Alors le détroit d'Ormuz, qu'est-ce que c'est? C'est le détroit qui permet, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, de sortir leur pétrole de leurs pays respectifs de telle manière à, je crois que c'est 23,6 millions de barils de pétrole l'année dernière, qui est quand même colossal, pour leur permettre donc de vendre ce pétrole. Je crois que c'est 20 à 30% du pétrole mondial quand même, hein, c'est quand même colossal, de vendre son pétrole donc en dehors de leurs frontières. Si le détroit d'Ormuz est fermé, ça veut dire que ça va raréfier la vente, hein, l'offre de pétrole et donc très certainement avoir un impact sur le prix, hein, sauf à ce que certains pays décident d'augmenter encore leur production, mais ils n'y ont absolument aucun intérêt. D'ailleurs, l'Algérie, par exemple, n'a aucun intérêt à augmenter sa production de pétrole et je trouve que cette situation, finalement, est une excellente situation sur le plan financier et économique, notamment en matière de devises pour l'Algérie, puisque le pétrole pourrait encore augmenter. C'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie. Petite parenthèse. Et donc aujourd'hui, vous voyez que les États-Unis demandent l'aide à la Chine pour faire pression sur l'Iran. C'est-à-dire qu'ils sont bien conscients du fait qu'aujourd'hui, la Chine est le principal partenaire de l'Iran. C'est même pas la Russie, c'est la Chine, en vérité. Donc moi, la stratégie trumpienne de s'attaquer à l'Iran pour taper sur les Chinois, j'y crois. Aujourd'hui, j'y crois. Je pense que ça peut être un des axes. Alors, aujourd'hui, vous avez également eu la réception du ministre des Affaires étrangères iranien, Araghchi, je crois que c'était son nom, Araghchi, exactement, Araghchi, Abbas Araghchi au Kremlin. Alors, la relation irano-russe est très drôle, puisqu'en fait, les Russes voulaient aller plus loin sur la collaboration, avoir carrément un pacte de défense entre les deux pays, et les Iraniens ont dit non, on n'a pas besoin. Et bien, encore un pays qui, ça me rappelle un peu le cas de l'Arménie, hein. Non, on n'a pas besoin d'être défendu par les Russes. Ah bon? Bah voilà, les Azéris. La même chose avec ici, avec l'Iran, hein. Ah non, on n'a pas besoin d'être dans l'alliance militaire. C'est un peu, Poutine est un peu amer, hein, je pense, de ce genre de refus, et on le voit non pas dans les expressions et non pas dans les communiqués du Kremlin, mais bien dans les communiqués des proches, hein, de Vladimir Poutine, qui disent bah, maintenant, vous avez refusé? Allez-y, démerdez-vous. Voilà ce que dit en vérité, ce que disent les proches. Néanmoins, on voit quand même que la position de Vladimir Poutine s'est un peu durcie ces derniers jours en disant il ne faut absolument pas que les États-Unis rentrent dans ce conflit, il ne faut absolument pas aller plus loin. Ils ont condamné les agressions sionistes, donc la Russie est quand même plutôt dans une voie de rapprochement avec l'Iran, plus encore qu'elle ne l'était jusque précédemment. Maintenant, un autre lien est évident, c'est le lien chinois, ça je vous l'ai dit. Wang Yi, qui est le ministre chinois des Affaires étrangères, a condamné très durement les agressions sionistes, très durement les agressions américaines. Et aujourd'hui, on ne voit pas, là vous avez vu que Wang Yi a encore eu des liens avec ses homologues iraniens, je ne vois pas de possibilité de délier le bloc irano-chinois. Donc, c'est très certainement un échec des États-Unis en vérité. De la même manière qu'ils ont voulu séparer Vladimir Poutine du bloc russo-chinois, vouloir casser un peu cette unité, eh bien là, vous retrouvez avec l'effet inverse. C'est-à-dire qu'ils ont solidifié, en vérité,
tout cela. Ça n'a pas été une très bonne stratégie. Sachant qu'en plus de ça, il y a d'autres pays qui ont voulu rentrer dans le game, si je puis dire. Vous avez d'un côté le Pakistan. Alors attention aux fake news. Attention aux fake news. Le Pakistan n'a dit à aucun moment, il n'a dit qu'il allait utiliser l'arme nucléaire s'il y avait une agression contre l'Iran. C'est faux. Ça, et vous d'ailleurs voyez l'article ici, c'est un général irakien qui a dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça a été réutilisé. Mais Islamabad a très largement démenti en disant non, non, pas du tout. Nous n'allons pas utiliser l'arme nucléaire pour défendre l'Iran. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. La dissuasion nucléaire ne sert qu'une seule chose, c'est à défendre une nation, son propre pays. Puisque le principe de la dissuasion nucléaire, il faut bien que vous compreniez ça, c'est je n'ai aucun doute sur le fait que je vais l'utiliser si tu m'envahis. Vous voyez, il faut qu'il y ait une automaticité d'utilisation du nucléaire. Invasion sur mon territoire, pam, il faut que tu saches que je vais appuyer sur le bouton. Parce que si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'idée très claire de comment vous allez utiliser votre nucléaire, de quelles sont les conditions d'engagement du nucléaire, mais en fait, votre dissuasion nucléaire est nulle. Parce qu'elle repose sur le doute. Elle repose non pas sur une certitude, mais sur un doute. Va-t-il utiliser l'arme nucléaire si je lui fais ça? Et donc, ça ouvre la possibilité à ce que vous n'utilisiez pas. Et donc, finalement, à ce que la dissuasion ne fonctionne pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, la dissuasion ne pourra pas s'appliquer au niveau européen. La dissuasion française doit s'appliquer au territoire français. Parce qu'il y a toujours un doute. Si demain, quelqu'un envahit la Pologne, je ne suis pas certain qu'on appuie sur le bouton. Personne n'est certain sur le fait qu'on appuie sur le bouton. Ben, c'est la même chose. Donc, la dissuasion nucléaire pakistanaise, les Pakistanais étant moins bêtes que Poutine, que Emmanuel Macron, ils n'utiliseront pas l'arme nucléaire pour défendre l'Iran. Absolument pas. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible que le Pakistan offre des facilités aux Iraniens pour obtenir l'arme nucléaire? Parce que je vous rappelle quand même que le Pakistan a obtenu l'arme nucléaire par le biais de la Chine et notamment de la Corée du Nord, de manière totalement frauduleuse, un peu comme la plupart des pays du monde en vérité, si vous regardez bien, y compris Israël, de manière frauduleuse, c'est-à-dire par l'aide d'autres pays. La France a aidé Israël à obtenir l'arme nucléaire. Il faut dire les choses. La France, attention, pas la France du général de Gaulle, la France de la 4ème République, tous les socialistes de la SFIO. C'est quand même eux le problème de la France de 1946 à 1958. Et les radicaux aussi, mettons-les dans le même sac. Et de l'autre côté, la Corée du Nord pourrait très bien également, elle, fournir l'arme nucléaire à l'Iran. Sachant qu'en plus, la Corée du Nord a eu des propos extrêmement durs. Alors vous me direz, la diplomatie coréenne est habituée à avoir des propos extrêmement durs, mais des propos extrêmement durs contre Israël et des propos extrêmement durs contre les États-Unis d'Amérique. Donc, comme l'a dit Dimitri Medvedev, qui est donc l'ancien président russe, comme l'a dit Dimitri Medvedev, il est très possible que l'Iran ne renonce jamais à son programme nucléaire militaire, si vraiment elle en a un. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il est évident qu'il faut que l'Iran dispose d'un programme nucléaire militaire. Ce n'était certainement pas leur objectif sur les dernières années. C'est même pas moi qui le dis, c'est la CIA, vous l'avez vu, on a parlé de Tulsi Gabbard et tout ça. Mais aujourd'hui, il faut que l'Iran dispose de l'arme nucléaire. Il faut que l'Iran dispose de cette arme nucléaire. Et j'ai envie de vous dire, chaque pays qui veut mener une politique souverainiste, engagée, sans être le laquais d'une puissance étrangère, doit pouvoir développer un arsenal nucléaire militaire, surtout au Moyen-Orient. Surtout au Moyen-Orient. Alors oui, on peut penser à des zones dénucléarisées, par exemple. On pourrait dénucléariser l'Afrique. Bon, ça peut être un sujet de discussion. On peut dénucléariser l'Amérique latine, très bien, parce qu'il n'y a pas de puissance nucléaire. Simplement, ça les mettrait quand même en situation de relative soumission par rapport à des puissances voisines, qui ne sont peut-être pas du même continent, mais qui restent néanmoins voisines. Je pense par exemple, pourquoi l'Algérie n'aurait pas l'arme nucléaire alors que la France l'a. Vous voyez, c'est un vrai sujet. Mais par contre, il faut que l'Iran puisse en disposer. Et aujourd'hui, au vu des attaques qu'elle a subies, l'Iran n'aurait jamais subi ces attaques si elle avait eu l'arme nucléaire. De la même manière que Kadhafi ne serait jamais tombé s'il avait eu l'arme nucléaire. Et lui aussi a renoncé au programme nucléaire. Renoncer au programme nucléaire, c'est en vérité signer son arrêt de mort dès lors qu'on veut mener une politique souverainiste qui soit véritablement anti-occidentale, anti-américaine, anti-impérialiste. C'est mon humble opinion, mes amis. Et si vous en êtes d'accord, ce que je vous demande, mes amis, c'est très simple, c'est de me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur le petit j'aime, en cliquant sur la petite cloche à côté de s'abonner pour m'aider à obtenir ces 50 000 abonnés que je vise dans les prochains jours, mes amis. C'est beaucoup de travail, mais finalement, pour vous, c'est pas grand-chose. Un petit clic. Donc, mes amis, c'était Davy Rodriguez. Ça commence par un D, ça termine par un Z, et merci de m'avoir écouté.